Au sommaire de cette édition, syndicaliste et homme politique, Soumane Touré a tiré sa révérence jeudi dernier. C'est un homme de conviction et de vertu que le Burkina a perdu, dira le chef du gouvernement hier soir au domicile du défunt. Hommage en début de journal. Également la une, l'impact du commerce sur l'éducation pour les élèves de Puitenga. Le choix est vite fait entre commerce et école. Ils rêvent de faire fortune par le commerce. Conséquence, les salles de classe se vident, constat dans un instant. Et puis dans ce Midi Magazine, nous parlerons culture avec Palingwende le conteur. Les grandes nuits du conte vous seront comptées par KPG. Et en sport, zoom sur le capitaine des étalons, 100e sélection pour Charles Caboret. Il est notre invité. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Les hommages du gouvernement à Soumane Touré, syndicaliste et homme politique de conviction. Il s'en est allé jeudi dernier. Le Premier ministre Christophe Dabiré et le médiateur du Faso, Sarah Sérémé, étaient hier au domicile du défunt. Un grand homme, un homme de vertu que le Burkina vient de perdre, dira le chef du gouvernement. Le point d'image avec Urbain Benito Somé et Draman Guéné. Dans la douleur, la famille de Soumane Touré reçoit la compassion du Premier ministre. Dans le livre de condoléances, Christophe Dabiré parle d'un homme vertueux et d'un grand politicien que le Burkina a perdu. À ses côtés, le médiateur du Faso, Sarah Sérémé, est venu pleurer un franc-parler, un ancien collègue à l'Assemblée nationale. Nous avons été ensuite députés à l'Assemblée nationale ensemble pendant 10 ans. Et j'ai connu un homme très engagé pour toutes ses convictions, qui se battait, même si parfois il était incompris. Tant qu'il y croyait, il se battait pour ses convictions. Et c'est cet homme que je suis venu honorer. Cet homme qui a osé parfois quand certains n'osaient pas. Cet homme parfois qui a défendu des positions que certains n'osaient pas défendre, même si certains ne comprenaient pas. Le plus important, c'est que chaque fois qu'on pose des actes, on soit convaincu de ce que l'on pose et qu'on le pose pour l'intérêt du Burkina Faso, des populations du Burkina Faso. C'est ce qu'il a toujours fait. Voilà. Dans l'humilité, parfois dans des propos compliqués pour certains, mais c'est un homme qui a marqué son temps. Après les hommages du soir rendus à l'homme politique, la famille entame une nuit de prière pour le repos de son âme. Face à la menace terroriste, les questions sécuritaires sont prioritaires, du matériel mais surtout des ressources humaines bien formées pour une police forte, mieux structurée et apte à agir en tout temps et en tout lieu. Le ministre Ousseini Compaoré est dans la dynamique d'une nouvelle stratégie sécuritaire en phase avec les défis du moment. Explication de Nongbakouda et Nyakiteda. Ils sont tous issus du département de la sécurité est venu des 4 coins du pays avec un objectif commun, doter le ministère de la Sécurité d'une stratégie nouvelle à même d'impulser une autre forme de gestion des questions sécuritaires au Burkina. L'étude lancée va dans ce sens et doit en principe livrer les résultats dans 8 mois. Il y a plusieurs branches dans la police, il y a plusieurs départements, tout évolue. Est-ce que nous ne sommes pas en retard par rapport à notre temps aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous devons faire pour rattraper ce retard? Cette étude va nous permettre de répondre à ces questions. Et il est urgent que nous ayons cette étude parce que nous vivons une période particulièrement difficile. D'où une police qui vit avec sa population, mais aussi et surtout une police qui assure avec honneur et rigueur la sécurité tout en tenant compte des droits humains. Le cabinet commis à la tâche privilégie la méthode participative. A priori, il y aura un travail préalable qui sera fait pour dégager en tout cas les principales forces du ministère de la Sécurité et dégager les principales faiblesses et aussi en tout cas approfondir la réflexion sur les opportunités et les menaces de l'institution là. C'est un travail participatif qui sera fait. L'étude va faire le diagnostic stratégique du ministère de la Sécurité pour le doter d'instruments de planification en phase avec les orientations de la politique de sécurité nationale en prenant en compte la gestion des ressources humaines.
Merci Niakete, on s'invite cette fois à la bourse du travail de Ouagadougou. Les militants du syndicat des greffiers y sont conviés ce matin pour leur 6e congrès. Au menu, le bilan du bureau sortant, la désignation de la nouvelle équipe et l'élaboration de la plateforme revendicative des greffiers et des travailleurs qui dénoncent la remise en cause des acquis. Explication de Lassina Ouattara et Abdelaziz Yagibo. Le syndicat des greffiers du Burkina SGB se donne les moyens pour apporter conséquemment sa contribution dans la lutte contre la remise en cause des acquis des travailleurs. À chaque militant, le syndicat met à profit son 6e congrès pour porter un message fort. L'engagement et le sacrifice dans l'endurance. Le rôle du militant, c'est l'engagement et nous pensons que c'est par l'engagement que nous pouvons tenir haut. Parce que le bureau ne sert à rien si derrière le bureau, il n'y a pas de militants engagés. Et pour que le message porte mieux, le bureau du syndicat a fait appel au secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, Bassolma Bazié, pour une communication sur le thème « Les syndicats face à la remise en cause des acquis des travailleurs, posture et rôle du SGB ». Nos dévanciers, à travers beaucoup de larmes, de sueur et de sang, ont arraché beaucoup d'acquis pour le renforcement de l'état de droit et le renforcement de la démocratie dans notre pays. Nous tenons un flambeau qui a été dressé par les dévanciers et nous devrions, avec esprit de suite et esprit de sacrifice, tenir ça très haut. Nous ne nous inscrivons pas dans des actions d'éclat, nous nous inscrivons dans des actions de dureté. Le 6e congrès du syndicat des greffiers du Burkina va faire un bilan moral et financier de son bureau qui aura duré 5 ans avant d'installer un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. De 2016 à aujourd'hui, nous avons pu prendre plus d'une dizaine de décrets. Il y avait eu un reversement qui avait été mal fait. Nous avons pu reprendre le reversement. Il y a un certain nombre d'acquis, même au niveau textuel, nous avons pu prendre en compte l'intérêt du greffier dans l'élaboration des textes. Donc nous partons avec une satisfaction. Les travaux seront aussi sanctionnés par une plateforme revendicative axée sur la préservation des acquis engrangés de haute lutte par les travailleurs. Une semaine à Puitenga, acte 6. Quel avenir de l'école dans une ville à vocation commerciale? Sans grande surprise, les abandons scolaires sont courants à Puitenga. En effet, les classes vides au profit des marchés car les élèves rêvent de faire fortune par le commerce. L'impact du commerce sur l'éducation à Puitenga, c'est un reportage signé Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Assiette de bananes sur la tête, Aïcha n'a même pas eu le temps de changer sa tenue d'école. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et ce soir, il n'y a pas classe. Pas le temps de réviser cependant, l'après-midi est consacré à aider sa maman dans son commerce. Je fais la classe de 5e. Comme il n'y a pas cours le soir, je suis venue pour aider ma mère pour vendre des bananes. Quand je vais comme ça, le lendemain, maman me donne l'argent pour aller à l'école. Dans les rues, au marché, il est courant de retrouver des élèves commerçants ici à Puitenga. Des élèves vendeurs ambulants ou même propriétaires de boutiques dès le bas âge, comme ce jeune de moins de 10 ans. Difficile pourtant de concilier études et commerce, nous confient certains qui ont tout simplement décidé d'abandonner l'école au profit du commerce. Les deux. En tout cas, en même temps, ça ne peut pas faire l'école, faire commerce là. Non, ça ne peut même pas. Il faut que tu choisis un. Ah, sincèrement, dis-moi, il a sorti 6e seulement. Et puis, après, dis-moi, il a sorti 6e. Mais dans mon commerce, sincèrement, ça m'aide beaucoup. Mais sincèrement, ce que je gagne, en tout cas, ça revient largement. Voilà, parce que dans la journée, si je me réveille comme ça, je viens au marché. Tu viens s'asseoir, dans la soirée, tu rentres, tu gagnes 5 000 comme bénéfice. Tu dis, ça va. Et ici, quand il y a autre ceci, c'est comme cela. Ici, là, c'est l'argent qui parle. Si tu vois un enfant de 4 ans, c'est l'argent. Il promet avec des charges, c'est l'argent. Nous, on cherche l'argent. Donc, Puitenga, c'est comme ça. Ici, depuis CP1, que je peux dire. Voilà, depuis CP1, je suis ici. Bon, je viens ici, je pars au marché, mollo. Voilà, j'ai ouvert cette boutique même, que je faisais les bancs. Quand je faisais la seconde, que j'ai ouvert cette boutique-là. Voilà, mais bon, après avoir fini la première, bon, comme ici aussi, ça marchait un peu, j'ai décidé d'abandonner juste pour continuer ici. Une situation cependant déplorée ici à la circonscription d'éducation de base, qui reste impuissante face au nombre croissant d'abandons de jour en jour. En 2018-2019, nous avons dénombré 287 abandons. Et en 2019-2020, 187.
Et même aux examens scolaires, on note un taux d'abandon élevé. Quand vous allez sur 1387 et à 30 abandons, vous voyez que c'est beaucoup. Et l'impact aussi se ressent dans le taux de promotion. Voilà, du CP1 au CM2, on voit qu'il y a beaucoup de déperditions. Voilà. Et il y a sur le plan de la discipline, c'est très difficile de cerner, de bien éduquer les enfants du quotidien, compte tenu qu'ils fréquentent les marchés. Voilà. Et les petites filles du CM2 qui fréquentent les marchés sont captées par les petits commerçants. Donc voilà le problème. Voilà. Au niveau externe, nous ressentons une mauvaise implication, une faible implication des parents au niveau des assemblées générales, au niveau des affaires même de l'école. Une faible implication des parents dans l'éducation qui se conjugue à une volonté de transmettre la fibre des affaires à leurs enfants. C'est mon fils, il est en classe de CE1, donc j'ai créé ce petit commerce pour lui. Ici à Poutenga, le commerce est une tradition. Nous sommes obligés de former nos enfants dans ce sens. En plus, avec le commerce, il est éveillé, il sait bien compter l'argent. Il peut vendre même 5 000 francs par jour. Qu'à cela ne tienne, Christophe Yamego en appelle à la responsabilité de tous afin que le commerce ne se fasse pas au détriment de l'école. Poutenga ou la cité des millionnaires, le rêve est permis. Le dynamisme de la ville tient aussi à la vitalité du secteur du transport, escale à la gare des taxis-bourses, des dinars et de toutes les destinations on en trouve sur place. Le secteur emploie des milliers de personnes et génère des revenus substantiels. Ambiance dans ce reportage de Gira Somé et Amandine Lalsara. Des cars de transport en mode va-et-vient. Des klaxons qui retentissent à chaque minute et qui annoncent le départ pour une destination. Des passagers qui débarquent ou qui embarquent aidés ici par des intermédiaires dans une animation toute particulière. Nous sommes à la gare routière de Poutenga. Abdul Karim Kagambega est chauffeur ici depuis 2010. Il raconte son quotidien. Chaque jour, je fais la navette entre Poutenga et Ouaga. Nous sommes nombreux ici à la gare routière. Certains vont à Fada, Kanchari, Kompienga, Boulsa et plusieurs autres destinations. Je gagne bien ma vie, seulement que les compagnies de transport font des arrêts et prennent des clients. Pourtant, c'est notre travail. Ici, le transport mixte se pratique avec ces taxis-brousses, communément appelés DINA. À Poutenga, le dynamisme de la ville tient aussi à la vitalité du secteur de transport qui emploie des milliers de personnes et génère des revenus non moins importants. Ici à la gare routière de Poutenga, près de 10 000 personnes sont dans le transport. Il y a également de nombreux intermédiaires, communément appelés coxers, qui gagnent bien leur vie. Mais le seul problème, c'est que nos véhicules sont très vieux. Tu peux commencer avec 2 ou 3 véhicules et par la suite tu te retrouves avec un seul en bon état. Tu travailles, mais tu ne te développes pas. C'est ça le sérieux problème. À chaque carrefour, ces taxis-brousses sont rois et offrent aux passagers de multiples destinations à une seule condition. Nous sommes là depuis ce matin. On ne voit plus les chauffeurs. Ils sont toujours comme ça. Ils attendent de remplir les cars à moitié avant de bouger. Et pourtant, nous sommes pressés. Mon véhicule, par exemple, consomme par jour 30 000 francs CFA, un aller-retour Poutenga-Ouaga. Si tu vas prendre la route avec 1 ou 2 passagers qui paieront chacun 2 000 francs, tu ne vas pas t'en sortir. Donc on n'a pas le choix. Nous souhaitons même qu'on diminue le prix du carburant.
Dans ce melting pot, la cohabitation entre routiers et forces de police est parfois difficile et souvent incompréhensible. Sur la route, nous souffrons trop avec la sécurité. Même si tu as règle, on te demande de payer. Par jour, tu peux laisser au moins 5 000 francs. Pourtant, nous déboursons de l'argent pour faire les documents du véhicule. Pendant le contrôle, il y en a qui ne regardent même pas ça. Il faut seulement payer. Avec ses 140 000 habitants, Puitenga et sa gare routière se présentent aujourd'hui comme une plaque tournante des échanges intercommunautaires vers plusieurs destinations, à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina Faso. Encore rendez-vous demain à 13h pour d'autres focus sur Puitenga. Autre point de l'actualité pour la relance de l'économie africaine dans un contexte de Covid-19, il faut prendre en compte l'environnement et les changements climatiques. C'est du moins l'avis de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique à l'occasion de la réunion des ministres de l'économie et de finances africains, rencontre tenue cette semaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Sur la question climatique, les panafricanistes appellent également à la responsabilité des grandes puissances. Précision de Vincent Kendribiogo, du retour d'Addis Abeba. À Addis Abeba, des ministres africains des finances se réunissent pour parler de relance économique suite à la pandémie du Covid-19. Juste à côté, PACJA, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, se réunit également pour donner de la voix. Pour cette organisation de la société civile, regroupant plus de 1000 associations dans 48 pays d'Afrique, la crise sanitaire ne doit pas occulter la crise climatique. Le changement climatique impacte négativement plus l'Afrique que le Covid. Maintenant, pourquoi quand le corona est venu, on voit qu'il y a eu des actions fortes. Il y a eu beaucoup de mobilisation et tout le monde court derrière, alors que l'impact du changement climatique est réel. C'est pour cette raison qu'on a tenu cette réunion pour rappeler aux uns et aux autres que la crise de la maladie à coronavirus ne doit pas nous faire oublier nos objectifs aussi. Parce que tous les deux sont urgents. Le dérèglement climatique a des conséquences désastreuses sur l'environnement. Inondations catastrophiques par-ci, sécheresse par-là. Et pour l'ONG PACJA, reconnue par les instances internationales, l'Afrique victime est pourtant moins responsable de cette situation que les pays industrialisés, lesquels doivent alors assumer leurs responsabilités. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique travaille avec les communautés à la base pour porter leur voix, pour permettre que justice soit rendue. Parce que quand vous voyez en Afrique le changement climatique, on contribue très peu, mais on voit que les impacts sont assez énormes en Afrique. Donc l'Alliance panafricaine pour la justice climatique se bat pour qu'il y ait une justice dans la prise en compte de la question du changement climatique. L'industrie, les transports, l'énergie et l'agriculture, autant de secteurs d'activité qui doivent être soucieux de l'environnement, conformément aux accords de Paris sur le climat. Les médias sont alors mis à contribution pour sauver la planète du réchauffement climatique. De retour d'Addis Abeba, cap sur Léo, la cité de la terre fertile. Que de joie des populations à la base et des partenaires. Hier, 26 mars, la province de la Sicile a été officiellement déclarée FDAL, fin de la défécation. À l'air libre, un statut que célèbre le ministère de l'eau et de l'assainissement, espérant la fin de la défécation à l'air libre au Faso, avec le soutien du programme de coopération Burkina-UNICEF dans sa composante Watch. Le point avec Konsun Koulibaly et Sekou Zongo. La province de la Sicile, première province déclarée fédérale au Burkina Faso. La Sicile et ses 156 villages célèbrent ainsi son statut de fin de défécation à l'air libre fédéral. Débuté en 2017, le processus WASH dans cette province connaît aujourd'hui son épilogue au grand bonheur des populations. Ces latrines sont beaucoup avantageuses parce que ça diminue les maladies dans le village. Le paludisme, la diarrhée, maux de ventre, ainsi de suite. Donc ça fait que depuis que nous sommes dans cette initiative-là, ça a diminué toutes ces maladies-là. Nous sommes dans la propriété maintenant. Véritablement un soulagement du point de vue des avantages liés à la santé,
Vous savez qu'un environnement assaini est un environnement dans lequel les ressources humaines sont aptes à faire face aux défis du développement. La province de la Sicile est une phase pilote du programme WASH 2017-2021, un programme qui a responsabilisé les communautés à la base à la prise en charge de l'assainissement de leur cadre de vie à travers l'arrêt de la défécation à l'air libre. Un résultat probant avec ce statut fédéral, mais le prochain défi, pérenniser les acquis. Nous pensons véritablement que le plus dur reste à faire par les populations qui devraient donc travailler à maintenir ces lieux-là propres, ces lieux assainis, pour qu'on ne puisse plus observer comme cela se faisait dans le temps et comme cela se fait encore dans d'autres contrées, la défécation à l'air libre. C'est une journée où on doit célébrer, mais comme dit Monsieur le ministre, c'est une journée où on ne doit pas s'arrêter. C'est une journée de célébration, on doit prendre le temps, on doit continuer à travers toutes les autres régions. Continuer avec d'autres localités du Burkina Faso, l'ambition est ainsi affichée avec ce passage de témoin entre la province de la Sicile et celle du Zéro. Une province qui entre dès maintenant dans l'objectif zéro défécation à l'air libre. En attendant, les 7 communes de la Sicile reçoivent ici des kits d'assainissement. Dans la rubrique culture de ce samedi, Siriki Dermé nous ouvre ses portes. Sculpteur, modéleur, il donne forme à son imagination. Vous le savez, Covid-19 a ébranlé le secteur de la culture. Siriki réinvente alors son art pour mieux l'adapter au contexte. Sa dernière création est une œuvre de sensibilisation contre la maladie à coronavirus. Adama Guiti et Amadou Marcel Tour, reportage. Le coronavirus a sans doute eu raison de l'économie culturelle, mais pas l'esprit créatif des artistes. Le plasticien Siriki Dermé a su développer dans son atelier une forme de résilience basée sur la création et la réinvention de son art en lien avec la crise sanitaire. En témoigne cette œuvre. C'est pour sensibiliser, c'est pour que les hommes fassent attention, pour que les animaux ne prennent pas le dessus. Voilà. Parce que comme les animaux, ils ont déjà entendu qu'il y a une maladie en ville et qu'il y a quelqu'un qui a refusé de porter les cache-nez et tout ça. Et aussi, ils ont dit qu'ils ont des produits qui vont amener et profiter de rendre visite à cette personne. Donc, ils sont venus trouver que c'était un chasseur couché. Voilà, et donc ils ont le produit avec eux, ils attendent maintenant discuter tous les trois pour pouvoir le soigner pour qu'il soit libre, parce qu'il y a déjà 7 seringues et que ça ne va pas, quoi. Bronzé depuis son bas âge, l'artiste ne manque jamais d'inspiration. Malgré la mévente, son talent lui permet de modeler toutes sortes d'objets. C'est la cire d'abeille que j'utilise pour mes modèles. Et après la cire, maintenant, c'est de l'argile et de crottin de cheval pour le moulage. Et après, c'est la fonte de bronze, quoi. Moi-même, j'ai peur de moi-même parce que c'est une naissance, c'est un don vraiment que j'ai. Et ça vient comme ça. C'est le rêve de l'artiste. C'est moi qui ai rêvé que je peux faire venir la pluie avec ça. Donc, j'ai une pièce que j'ai baptisée « J'attends la pluie ». Et je n'ai pas encore demandé un jour, mais je le demanderai un jour d'à côté et le demander voir si il y aura la pluie vraiment qui va tomber. Avec ses œuvres, Siriki Dermé contribue ainsi à la lutte contre le coronavirus avec l'espoir d'une reprise de l'activité économique autour de l'art. Ce qui lui permettra certainement de pouvoir écouler ses créations qui s'achètent déjà à 1 000 € la pièce depuis la France. Voilà un reportage de Amadou Marcel Tour. Nous accueillons à présent un autre homme de culture, un fervent défenseur de nos valeurs culturelles, célèbre conteur, KPG, Paling Wende Gérard Kientga. Bienvenue. Merci, voilà, merci beaucoup. Voilà. Gérard, les Grandes Nuits du Conte, une idée, c'est votre idée. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle initiative? Je rappelle que les Grandes Nuits du Conte sont achevées juste hier. Oui, effectivement. Moi, c'est Père de Wende Gérard de Palouk qui serait l'inamovible enclume. Donc, je voudrais quand même saluer la forge avant de prendre la parole. Les Grandes Nuits du Conte, effectivement, se sont déroulées dans le Samandé du Larlenaba. Et ça s'est terminé hier soir. En apothéose, nous avons eu
l'accouchement du grand fourneau, le fourneau Dogon, et puis pour finir avec le fourneau de Dablo, qu'on appelle Fonra. Juste avec votre présentation, on sent qu'il a du métier. Hein? Monsieur Girard, oui. Cette discipline, raconter l'histoire, raconter le passé, c'est en perte de vitesse sous nos cieux aujourd'hui. Comment vous voyez la chose? Pourquoi on en est arrivé là? Oui, parce que aujourd'hui, nous, on a voulu, à travers la grande nuit du conte, montrer à la population que nos anciens étaient des héros. Nous avons voulu montrer à travers la grande nuit du conte le feu qui soigne l'inertie de l'esprit et non celui qui brûle, parce que nous sommes forgerons. Les gens pensent que le feu de la forge, c'est le feu qui brûle. Nous, on a voulu montrer que à la population d'apprendre les secrets de la forge qui immunise contre les rouilles. Nous avons voulu, à travers cette grande nuit du conte, montrer à la population que l'eau de l'antre du Kentga, comme mon nom l'indique, parce que c'est Kentga mon nom de famille, et Kentga c'est l'eau qui est dans l'entrée du Kentga permet de purifier toute âme et permet à toute âme de pouvoir conduire sa vie dans la sérénité et dans l'harmonie. Parce que la forge, c'est ça, le forgeron, c'est celui qui est Sukwata. Et le Sukwata, c'est un médiateur, celui qui tente de réconcilier, de réparer les torts qui existent entre les humains et de rétablir l'harmonie. Et donc, à travers cette grande nuit du conte, nous avons demander la bénédiction du Mogo Naba et de Sa Majesté le Mogo Naba Bango, qui effectivement nous a reçus et nous a bénis. Et nous avons été bénis également avec son Excellence le Lalé Naba Tegre Raprawa, qui nous a ouvert son samandé, et pendant 4 jours, 4 nuits, nous avons présenter plusieurs spectacles à travers le conte pour magnifier nos héros. Parce qu'il est très important aujourd'hui que nos enfants puissent retourner à la source, faire recours à la source. Parce que aujourd'hui, on dit que le monde va mal. Si le monde va mal, c'est parce que en fait, nous sommes éloignés de notre culture. Il est important pour nous, il est important pour toutes les personnes qui incarnent des valeurs, que ces personnes-là puissent être remises au goût du jour pour transmettre ces valeurs-là à nos enfants, pour éviter que nos enfants se perdent dans cette méandre de ce bouillonnement qui existe dans ce monde-là. Et c'est pour ça que nous avons essayé dans cette 3e édition, la thématique, c'est forger la culture pour cultiver la vie, parce qu'aujourd'hui, il faut s'aimer les graines de nos valeurs, les graines des valeurs qui permettent à un enfant d'être digne, les graines qui permettent à un enfant d'être intègre et solidaire. Et donc, nous avons, à travers cette grande nuit du conte, présenté un spectacle qui s'appelle Soupim. Soupim, c'est la déformation de Foupim. Parce que Soupim, ça fait partie de la famille des Pim. Les Pim, les Gampim. Le Pim, c'est quoi le Pim? C'est un peu technique. Non, le Pim, ce sont des objets pointus, comme les guélébrés. Voilà, ce sont des objets pointus qu'on utilise pour percer le mystère. Et donc, nos ancêtres n'étaient pas des personnes qui ne pensaient pas. Ils avaient une philosophie de vie, ils avaient des sciences qu'aujourd'hui nous avons laissé tomber et nous sommes en train de courir derrière d'autres ancêtres. Il est important de rappeler que celui qui réunit ses ancêtres ne peut pas défendre sa culture. Ce n'est pas possible. Donc il est important pour nous de savoir, de nous reconnecter avec notre essence. Et c'est pour cette raison, à travers le conte, nous allons essayer effectivement d'éduquer nos enfants, de transmettre des valeurs du vivre ensemble, des valeurs de cohésion sociale. C'est comme pour dire la culture est notre tout. KPG, oui. Pilimpuku, la pièce que vous avez présentée la dernière fois, oui. C'est un public relativement jeune. Oui. Oui. La pièce semble technique. Est-ce que le message est passé? Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, dans l'ancien temps, quand on dit le conte, il n'y avait pas un conte pour enfants et un conte pour adultes. Puisque le conte, c'est comme une graine que tu sèmes dans l'âme de quelqu'un. Et cette graine va grandir, va pousser, fleurir et donner des fruits. Tous les jours de notre vie, lorsqu'on nous a raconté une histoire, le conte nous apprend. Tous les jours, jusqu'à la fin de notre existence. Parce que chaque fois que tu racontes une histoire, on découvre encore des tiroirs de ce conte-là que l'homme grandit avec. Et avec les enfants, vous avez vu, personne n'avait vu les enfants, et même dans le quartier, ils ne savaient pas ce que c'est que la réduction du fer.
puisque tout le monde disait l'extraction du fer. Or, on n'extrait pas le fer, on extrait le minerai pour venir au niveau du fourneau, faire la réduction et on sort la loupe pour enfin amener dans l'atelier de la forge pour transformer la loupe en fer. Et en ce moment, on peut confectionner des outils. Et donc, nos ancêtres ont transmis les enfants tout ce qui est technique, tout ce qui est philosophique dès le bas âge. C'est pour ça que nos ancêtres avaient une spiritualité très élevée. Aujourd'hui, on a facilité, on a dilué nos savoirs. Je ne sais pas d'où vient le problème, mais il faut que nous, on se reconnecte avec notre essence, avec notre propre culture, parce que aujourd'hui, on voit des enfants qui aiment la facilité, parce que dans leur tête, il n'y a pas ce processus-là, ce processus de recherche. Alors qu'à travers le conte, on développe l'imaginaire. Que ce soit des contes philosophiques, que ce soit des contes merveilleux, c'est-à-dire que ce soit des légendes, des fables, des mythes. À travers ça, c'est ça qui va permettre à l'enfant de s'ancrer et de s'assumer pour faire face aux différentes turbulences que nous vivons aujourd'hui. KPG, il y a eu de grandes figures de la culture africaine qui étaient là. Qu'est-ce que ces figures ont apporté? Oui, ces figures ont apporté beaucoup de choses parce que l'objectif de cette grande nuit du conte, nous avons pris notre parrain spirituel qui était le Lalé Naba Abra. Le Lalé Naba Abra parce que le Lalé Naba Abra a en tout cas enseigné et transmis des valeurs à travers le conte. Et donc lorsque j'ai parlé avec tous mes collègues, les amis qui sont venus, je parle de Soulbanks qui est directeur artistique des Grandes Nuits du Conte de la Guinée, et Massamba Gueye qui est le directeur des Grandes Nuits du Conte, et sans oublier Petit Tonton, le grand conteur guinéen. Ensemble, nous avons créé en fait une nuit du conte dans 3 pays, c'est-à-dire le Sénégal, à Dakar, en Guinée, ça c'est le Petit Tonton qui fait ça, et à Dakar c'est le docteur Massamba Gueye, qui est en même temps le conseiller technique du président Macky Sall. Vous voyez comment le conte est parti même au sommet. Il est important pour nous aujourd'hui de se reconnecter avec notre propre culture. C'est pourquoi les Habib Sawadro, les Christo Kouembré, les Desaltino, tous les artistes nationaux qui étaient là, avec François-Moïse Bamba qui organise le festival du patrimoine immatériel à Bobo, tous ces artistes-là ont dit, bon écoutez, là il est important pour nous parce que ça va devenir comme un pèlerinage. Et c'est pourquoi tous ces grands artistes-là ont accepté venir. Soulbanks, le grand musicien de la Centrafrique, El Ministro, Al-Sidi du Togo, le grand Doko qui vient de la Guyane. Oui, c'est vraiment important. Ça fait 9 pays que nous avons. Beaucoup de personnalités. Avec l'espoir que le passé puisse résister au présent. Merci KPG pour toutes ces informations relatives aux grandes nuits du conte. Nous parlerons sport. Charles Kaboré, 33 ans, le capitaine des étalons, a fêté sa 100e sélection cette semaine face à l'Ouganda à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Charles Kaboré est monument du football burkinabé. Son portrait avec Jean-Modeste Ouedraogo. 100 matchs joués et 4 buts, c'est un chiffre ce que Charles Kaboré a réalisé en équipe nationale de Burkina Faso. Des chiffres assez éloquents qui font de lui le joueur le plus capé de l'histoire des étalons. Milieu de terrain de prédilection, Charles est né le 9 février 1988 à Bobo-Dioulasso, la capitale économique et sportive de Burkina Faso. C'est dans cette ville qu'il se découvre très tôt une passion pour le football. Issu d'une famille modeste, il fait ses classes dans les rues de Bobo-Dioulasso avant d'être repéré par Daouda Sanou Famoso, qu'il intègre dans le centre de football Ifama Trouko. En 2004, il est convoqué en équipe nationale cadette, puis junior. À 18 ans, Charles Kaboré honore sa première sélection avec les étalons seniors grâce à Drissa Malo Traoré dit saboteur. Titularisé le 7 octobre face au Lion de la Teranga, Charles rayonne au milieu du terrain et le Sénégal de El Hadji Diouf tombe 1-0. Ce jour-là, les observateurs ont tous reconnu qu'une nouvelle étoile est née au Faso. Ainsi, débute donc une longue et riche carrière qui le conduit en France à l'Hébrone Saint-Surin et à l'Olympique de Marseille le 20 décembre 2007. À Marseille, il passera 6 belles années couronné d'un titre de champion de France, 3 coupes de la Ligue et 2 trophées des champions. Puis, en 2013, l'histoire se termine avec Marseille. Il quitte la France et s'exile en Russie. Avec les étalons, Charles Kaboré a participé à l'écriture des plus belles pages de l'histoire du football burkinabé. Promu capitaine en 2013 par Paul Put, sous son leadership, le Burkina Faso termine vice-champion d'Afrique et médaille de bronze en 2017 au Gabon.
Meneur d'hommes et très influent dans l'écurie, Charles Kaboré, du haut de son mètre 81, totalise 5 participations en Coupe d'Afrique des Nations de 2010 à 2017. Des performances qui lui ont valu la reconnaissance de la nation. En 2013, il est fait officier de l'Ordre national et en 2017, il est élevé au grade de commandeur de l'Ordre national. Merci Jean Modeste. En 2 minutes, on ne saurait écrire l'histoire de Charles Kaboré. Charles est sur ce plateau. Bienvenue, champion. Merci. Charles Kaboré, vous avez 100 sélections en équipe nationale. Comment expliquez-vous cette longévité? Bon, c'est le travail, l'abnégation, le courage, cette envie de toujours me battre et battre pour mon pays. Et c'est une fierté pour moi de porter le maillot du Burkina et de vivre avec cette passion-là en moi et honorer toujours ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis fier et je suis content parce que ça a été un long chemin qui n'a pas été facile. On a vu quelques séquences dans le reportage. Charles, que retenez-vous de ces 100 sélections? Bon, je retiens beaucoup de bonnes choses. Et je voulais tout simplement remercier les personnes qui m'ont accompagné depuis le début de ma carrière. Et mes partenaires et tous les supporters burkinabés, les journalistes sportifs aussi, qui ont été toujours là pour moi. Et j'ai eu beaucoup de conseils de mes anciens partenaires. Et je pense que pour moi, je suis le plus chanceux de tous les bons joueurs qu'il y a eu au Burkina, des grands joueurs qui auraient mérité d'avoir les 100 matchs avant moi. Et aujourd'hui, je suis content et fier d'avoir atteint ces 100 matchs-là. Charles, le Burkina reconnaissant, surtout les fans, la fédération organise un gala ce soir. Est-ce que vous y attendiez? Bon, pour moi aujourd'hui, c'est comme un rêve parce que les 100 matchs déjà, je ne réalise pas pour le moment, à proprement parler, parce que 100 matchs, c'est pas facile. Dans l'année, il n'y a pas beaucoup de matchs. Et je profite de l'occasion pour saluer le président de la fédération, franchement, qui m'a beaucoup surpris. C'est quelqu'un qui est aimant, qui sait parler, qui respecte les joueurs qu'on est. Et c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, je suis vraiment touché pour l'événement qu'il organise pour moi. Voilà, je rappelle que le gala c'est pour ce soir. Charles Kaboré, capitaine des étalons, la 101e sélection, c'est déjà lundi contre le Sud-Soudan. Vous aurez franchi alors la barre des 100 sélections. Les éliminatoires du mondial Qatar 2022 commencent en juin. La CAN Cameroun, c'est en janvier 2022. Ça sera avec Charles ou pas? Bon, je suis là, j'ai fait une promesse au coach qui a voulu que je sois là pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et là, on est qualifié, il reste un dernier match. Et lundi, qu'on doit tout faire pour avoir les 3 points et préparer les matchs qui viennent en fin mai, début juin. Maintenant, pour la Coupe du Monde, c'est une autre réflexion parce que avant ça, j'avais dit au coach que si c'était possible que je ne joue pas la Coupe du Monde. Mais bon, c'est le football et il y a des très bons joueurs actuellement, beaucoup de qualité dans l'équipe, avec ces jeunes qui sont là, qui sont promoteurs. Et je pense que même si je ne venais pas être là, il y a d'autres qui seront encore mieux et qui vont bien représenter le pays. Mais vous êtes exigé, on vous sollicite sur le terrain. Charles Kaboré, est-ce que vous pensez parfois à l'après-carrière? Oui, beaucoup. Parce que bon, quand on arrive à la trentaine déjà, on pense beaucoup. Bon, j'ai eu beaucoup de chance que je n'ai pas eu de blessures graves. Maintenant, je suis dans beaucoup de domaines. De toute façon, quelle qu'en soit la fin, je serai toujours disponible pour aider mon pays et être là prêt pour donner mes conseils et mon expérience dans le football. Si ce n'est pas secret, les projets? Bon, j'ai quelques projets, mais bon, je suis beaucoup basé dans l'immobilier et ça me passionne beaucoup. Merci Charles Kaboré pour toutes ces informations. Je le disais, le capitaine des étalons Charles Kaboré, 33 ans, fête ses 100 sélections en équipe nationale. Merci d'être là sur ce plateau. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une autre équipe vous retrouve à 20h. Au revoir.